Alors nous allons étudier maintenant donc le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Avant d'étudier ce chapitre, nous devons faire quelques rappels. Qu'est-ce qu'un champ électrique uniforme? Quelles sont ses caractéristiques à l'intérieur d'un condensateur plan? Et présenter les caractéristiques de la force électrique subie par une particule chargée placée à l'intérieur d'un condensateur plan. Alors, un condensateur plan est constitué de deux plaques, deux armatures de surface plane, séparées par une distance d. Donc, nous avons un isolant donc, entre les armatures, et ces armatures peuvent porter des charges électriques de signe opposé. Si on considère un condensateur plan, non relié à un générateur, il est électriquement neutre, aucune charge électrique n'apparaît sur ces armatures. Maintenant, si on relie ces armatures à un générateur, dans le cas de tension continue qui applique une tension U, il va apparaître des charges électriques de signe opposé sur ces armatures. En raison de la polarisation positive du générateur, ici, donc cette plaque supérieure va être polarisée positivement et la plaque inférieure polarisée négativement. Ainsi, donc, nous pouvons créer un champ électrique uniforme dans tout l'espace à l'intérieur du condensateur plan. Que signifie que le champ électrique est uniforme? Ça signifie qu'il a les mêmes caractéristiques en tout point, même direction, même sens et même valeur. Alors, regardons ces caractéristiques. Le champ donc électrique noté grand E a pour direction, bien, elle est toujours perpendiculaire aux armatures. Si dans notre cas les armatures sont horizontales, bien le champ électrique sera vertical. Quant au sens, il part toujours de la plaque positive vers la plaque négative, donc on a un champ électrique qui est dirigé vers le bas. Pour calculer la valeur du champ donc électrique, on voit bien que la valeur du champ électrique en E va dépendre à la fois de la tension électrique qui est appliquée au générateur, qui va se retrouver bien sûr entre les armatures A et B, et de la distance qui sépare les plaques. Donc si on rapproche les plaques, on va pouvoir créer un champ électrique très élevé. Il en est également de même si on applique une tension donc élevée. Pour l'instant, seul un champ électrique règne à l'intérieur du condensateur plan. Si l'on souhaite maintenant appliquer donc une force électrique à une particule chargée, il suffit simplement de placer donc une particule chargée à l'intérieur de ce condensateur plan. Si on place une particule chargée à l'intérieur du condensateur plan, on va pouvoir la placer donc ici par exemple, on va pouvoir appliquer donc une force donc électrique directement sur cette particule. Le point d'application de cette particule, ben, c'est le point M, où je considère, prenons le cas de ma particule, donc je la considère ici, j'ai une particule de charge électrique Q qui est placée ici. La force électrique et le champ électrique sont collinéaires comme on le voit, donc ils présentent la même direction. Quant au sens de la force électrique, eh bien il va dépendre tout simplement du signe de la charge électrique. Si nous plaçons donc une charge électrique positive en M, prenons le cas d'un proton, dans ce cas-là, la force électrique aura exactement le même sens que le champ électrique. Par contre, si on place une charge électrique négative, comme un électron, on aura de ce fait donc une force électrique directement donc opposée. Donc dans nos conditions, donc, nous avons vu que le champ donc électrique est placé de cette façon-là, il est vertical et dirigé vers le bas. Donc si on place par exemple donc un proton, eh bien donc on aura donc une force donc électrique qui sera exactement dans le même sens que le champ donc électrique. Maintenant, si on doit raisonner également sur la valeur de la force donc électrique, on doit calculer la valeur d'une force électrique, prenons le cas, eh bien dans ces conditions, il faut appliquer exactement la même formule, donc ici, mais en faisant apparaître donc les normes des vecteurs. Donc la valeur de la force électrique est égale à la valeur absolue de la charge électrique fois E. Alors pourquoi on introduit la valeur absolue? Parce que la norme d'un vecteur, donc ici la valeur de la force, doit être toujours positive. Donc si on est amené à calculer la valeur de la force électrique, il va falloir prendre en compte les unités du système international, c'est-à-dire le champ électrique s'exprime en volts par mètre, la charge électrique en coulomb et la force électrique sera calculée en newton. Voyons maintenant un petit exercice d'application. Voyons maintenant un petit exercice d'application pour comprendre un petit peu toutes les notions qui ont été vues à travers ces rappels. Alors on considère un électron qui est placé dans un condensateur plan, par exemple il est placé en M, et ce condensateur plan est soumis à une tension électrique de 100 volts, appliquée qui est le ici à l'aide du générateur de tension continue. Les armatures sont séparées d'une distance D qui fait 1 cm. Précisez les caractéristiques de la force électrique qui s'exerce sur l'électron. Alors,
Nous devons dans un premier temps donner les caractéristiques du champ donc électrique parce que les caractéristiques de la force électrique dépendent directement des caractéristiques du champ électrique. Comment est ce champ donc électrique? Alors nous avons vu précédemment que le champ donc électrique était donc uniforme à l'intérieur d'un condensateur plan. D'accord? Donc il présente comme caractéristique la direction perpendiculaire aux armatures de la plaque positive vers la plaque négative. Donc le champ donc électrique est donc dirigé vers la plaque négative, donc il est comme ça. Okay. Concernant donc la valeur, donc il est possible tout à fait de calculer donc la valeur du champ donc électrique dans les conditions. Donc si on fait donc l'application que le mode numérique donc ici, donc la valeur du champ donc électrique est égale à U, donc 100 volts, sur donc la distance qui sépare donc les armatures, donc des 1 cm que je convertis en mètres, donc 1 10 puissance moins 2, donc ce qui vous fait 1,0 fois 10 puissance 4 volts par mètre. Voilà. Donc à ce stade-là, nous avons calculé donc la valeur du champ donc électrique, nous avons représenté le vecteur champ électrique, ça sera toujours demandé dans un sujet, donc il faut connaître parfaitement, par cœur, les trois caractéristiques d'un champ donc électrique à l'intérieur d'un condensateur plat. Donc nous connaissons la valeur, donc 10 000 volts par mètre. À partir de là, donc, nous allons pouvoir donner les caractéristiques de la force donc électrique. La force caractéristique, ici la force électrique, présente 4 caractéristiques. Donc ce qui la différencie du champ qui présente 3 caractéristiques. La force électrique a pour expression, alors il faut toujours noter cette expression, force électrique est égale à Q fois E. Donc le point d'application, bien c'est le point M où je considère la charge électrique, elle est placée à cet endroit-là à l'intérieur du condensateur plan. La direction, donc même direction que E, donc elle sera verticale. Alors, donc le sens, on a vu que ça dépendait du signe de la charge électrique. Dans l'énoncé, on nous précise que la charge électrique vaut moins E, moins 1,6 puissance moins 19 coulombs. Donc c'est une charge électrique négative. Q étant négatif, FE et E sont au sens opposé. Donc on a donc une force électrique. Alors je représente bien sûr la force électrique et le champ sans souci d'échelle. Ici, alors, est-ce qu'il est logique de voir la force électrique dirigée vers la plaque positive? Bien sûr, la particule étant chargée négativement, elle est donc attirée par la plaque positive. Il ne nous reste plus qu'à calculer la valeur de la charge, la valeur de la force donc électrique. Nous avons donc ici l'expression de la valeur de la force donc électrique. FE est égal à Q fois E. Donc nous pouvons faire l'application donc numérique. Donc FE est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc je considère la valeur positive, pourquoi? Parce que je dois prendre en compte la valeur absolue, fois donc 1,0 fois 10 puissance 4. Donc c'était la valeur du champ électrique que j'ai calculé précédemment. Donc je vais pouvoir donc ainsi calculer immédiatement la valeur de la force électrique qui vaut 1,6 fois 10 puissance moins 15 newtons. Alors n'oubliez jamais donc de me préciser l'unité à l'intérieur. Donc nous venons de voir un exercice d'application très simple qui permet de voir les caractéristiques du champ donc électrique et les caractéristiques d'une force électrique. Donc toutes ces notions-là sont essentielles pour comprendre le chapitre de terminale spécialité mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Nous allons maintenant nous intéresser donc au mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Alors nous allons considérer un cas particulier, donc le cas d'un électron qui arrive en haut à l'intérieur d'un condensateur plan avec une vitesse V0. Donc le condensateur plan donc, est déjà quasiment polarisé, c'est-à-dire bien sûr on ne remonte pas le générateur qui permet d'appliquer donc la tension électrique U entre les armatures. Ce condensateur plan présente une longueur grand L et les armatures sont séparées d'une distance petit d. L'électron arrive donc avec une vitesse V0 dont le vecteur, vous voyez ici, donc V0 donc, est représenté horizontalement. Alors on va vous demander, pour cette étude-là, de représenter, de donner les coordonnées du vecteur accélération de l'électron, les coordonnées du vecteur vitesse, les coordonnées du vecteur position, c'est-à-dire les équations horaires du mouvement, et d'en déduire l'équation de la trajectoire. Alors nous commençons donc l'étude qui est donc ici par, toujours pareil, toute étude mécanique commence par préciser le cadre. Donc il est important de commencer un exercice en présentant le cadre,
Donc le système, c'est l'électron de masse m et de charge électrique Q est égal à moins E. On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Pourquoi galiléen? Parce qu'on va pouvoir appliquer les lois de Newton. Le repère est un repère cartésien qui est caractérisé par une origine O, donc ici, et deux axes OX, OY, qui portent les vecteurs unitaires petit i, petit j, qui montent sur les différents axes. On doit ensuite faire un bilan des forces. À ce stade-là, donc, nous devons considérer deux forces. Il y a la force électrique qui s'applique donc à la particule chargée qui est l'électron. Donc Fe est égal à Q fois E, soit Q qui est égal à moins E, donc dans notre cas, car l'électron est chargé négativement. Donc on a l'expression vectorielle de la force électrique, mais il va falloir également prendre en compte, du moins dans un premier temps, le poids de l'électron. P est égal à M fois J. Dans tous les exercices, on va devoir considérer que le poids est négligeable dans la force électrique. Alors soit on vous dit clairement dans le sujet que le poids est négligeable devant la force électrique, ou alors vous devez calculer la valeur du poids, calculer la valeur de la force électrique, faire le rapport entre ces deux forces et montrer que la force électrique est bien supérieure au poids. Donc on a au moins un rapport de ça, vous verrez que le rapport est bien plus grand, et donc on va pouvoir continuer l'étude en ne considérant que la force électrique. Voilà. Une fois que le cadre est précisé, nous pouvons ensuite appliquer la seconde loi de Newton à notre système. Donc nous venons de voir donc, le bilan des forces. Nous pouvons appliquer maintenant la seconde loi de Newton qui dit que la somme vectorielle des forces est égale au produit de la masse de mon système fois le vecteur accélération. Donc ici, la seule force à considérer étant donc la force électrique, je vais pouvoir dire que la somme vectorielle des forces est égale à la force électrique, est égale à moins E fois grand E. Et donc en écrivant donc l'égalité entre ces deux expressions, je peux sortir l'expression du vecteur accélération. Nous voyons ici que le vecteur accélération donc, est relié directement donc, au vecteur champ donc, électrique. Donc le vecteur A est collinéaire au vecteur E, mais de sens opposé, car ce terme-là donc, est négatif. Comment donc est le vecteur champ donc électrique? Bien, nous devons donc rappeler donc ici les caractéristiques du vecteur champ donc électrique. Nous savons que le champ donc électrique est toujours perpendiculaire aux armatures, donc les armatures étant horizontales, donc il sera vertical, et dirigé vers la plaque négative. Donc si je suis amené à représenter le champ donc électrique, donc je vais le représenter comme ça. Donc dirigé vers le bas. Donc si je donne les coordonnées du vecteur E, ben, je montrerai que x est égal à 0. Donc en effet, si je projette le vecteur E qui est sur l'axe OX, je trouve 0. Par contre, si je le projette sur l'axe OY, je vais obtenir moins E. Moins E, pourquoi? Parce que le vecteur E est dirigé vers le bas, dans le sens opposé à l'axe OY. Bien, pour trouver les coordonnées du vecteur accélération, donc je vais écrire que AX est égal, donc je reprends exactement les mêmes termes qu'ici, moins E sur petit m, fois la coordonnée, donc ici, EX. Comme EX valait 0, donc je trouve que AX vaut 0 donc aussi. Donc ça correspond à ma relation 1. À Y, j'applique exactement le même principe. Moins E sur petit m multiplié par EY. EY est égal à moins E, donc je trouve moins petit e fois moins E sur m. Donc ici, j'ai les coordonnées du vecteur accélération. On voit bien que AX vaut 0 et qu'AY est une constante. Nous allons maintenant procéder à l'obtention des coordonnées du vecteur vitesse. Nous avons donc obtenu les coordonnées du vecteur accélération, qui sont donc ici. Alors vous voyez que j'ai un signe moins, donc je peux considérer bien sûr un signe positif. Donc voilà, donc je repars donc ici avec mes coordonnées du vecteur accélération, x vaut 0, à y vaut e fois grand E fois m. Pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse, je vais devoir intégrer les coordonnées du vecteur accélération, c'est-à-dire rechercher les primitives. Alors pourquoi? Parce que le vecteur accélération, par définition, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Alors comment rechercher la primitive d'une fonction? Alors, donc là je fais juste un petit point de rappel mathématique, ici. Quand on recherche donc la primitive d'une fonction, en fait, il suffit simplement de dire que la primitive, donc si je la dérive, je dois retomber donc sur ma fonction. Okay. Donc je vois bien par exemple, si je cherche la primitive de 3, qui est une constante, eh bien la primitive de 3, si c'est une fonction du temps, ça sera 3t. 3t plus une constante d'intégration.
Pourquoi? Ben, tout simplement parce que si je dérive 3t plus k, je vais obtenir toujours 3. Donc, quelle que soit la constante que j'aurai donc ici, 2, moins 4, moins 6, etc., je retomberai toujours sur la valeur de 3. Donc, il faut toujours introduire une constante d'intégration lorsque je cherche la primitive. Si je cherche la primitive de t, donc ça sera t au carré également sur 2 plus une constante. Pourquoi? Parce que si je dérive t au carré sur 2, j'obtiens bien t. De la même façon, si je cherche la primitive de 5t, j'obtiendrai 5t au carré sur 2 plus k. Alors, ce qui sera intéressant, c'est de garder ça toujours en tête, donc qui est notre point de repère mathématique, qui va nous permettre donc ensuite de rechercher très facilement les primitives. Par exemple, donc ici, si je cherche la primitive de ax est égal à 0, donc 0, donc bien, ça correspond donc à la situation 1, donc qui est ici. Donc j'ai une constante, donc ça sera 0 fois t, plus la constante d'intégration. Alors je vais commencer à numéroter les constantes d'intégration, parce que je vais voir que j'en ai 4 au total à considérer. Donc 0 fois t plus k1, ça fait tout simplement k1. Si maintenant je cherche la primitive de y, c'est-à-dire de fois sur m, je me rends compte donc que ce résultat-là est bien une constante, hein, c'est un nombre, c'est 2, c'est 3, c'est 4. Donc je me retrouve exactement dans la situation 1. Donc si je cherche la primitive, ben, je prends la valeur de la constante que je multiplie par t. Donc je vais reporter ici em fois t. Alors par convention, donc je vais simplement représenter en couleur donc les t juste pour les faire apparaître, pour que ce soit plus simple ensuite pour la recherche des primitives. Donc ça me donne Vy est égal à Em fois T plus K2. Les constantes d'intégration sont toujours données par les conditions initiales. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc ici, je recherche donc les coordonnées du vecteur vitesse. Donc je vais regarder donc dans l'énoncé comment est le vecteur vitesse à l'instant initial, c'est-à-dire le vecteur V0. Donc le vecteur V0, il est horizontal, je vois bien. Donc je peux très facilement donner ces coordonnées. V0, ça correspond à Vx et Vy vaut 0. D'accord? De la même façon, je vais pouvoir m'appuyer sur les coordonnées du vecteur vitesse que j'ai établi précédemment, qui donne les coordonnées à n'importe quel instant. Ben moi, je vais pouvoir appliquer donc cela donc à l'instant initial. Donc si je pose t est égal à 0, donc ici, ben, j'obtiens k1. Si je pose t est égal à 0 pour Vy, ce terme-là s'annule, il ne me reste plus que k2. Donc j'ai le vecteur vitesse à l'instant donc initial. Je procède maintenant à une identification, c'est-à-dire que je vais dire que Vx qui est ici correspond à celui-ci. Donc Vx soit V0 est égal à K1 et Vy0 est égal à K2. Donc j'ai donc déterminé les constantes d'intégration. Donc pourquoi je fais ce travail-là? Parce que quand j'exprime les coordonnées du vecteur vitesse à l'aide de la primitive, je vais simplement exprimer les coordonnées toujours en fonction de K1 et K2. Donc je fais tout ce petit travail suivant pour déterminer l'expression de K1 et K2. J'ai ainsi donc les coordonnées du vecteur vitesse à n'importe quel instant. Nous partons des coordonnées du vecteur vitesse. Vx est égal à V0 et Vy est égal à EE sur m fois t. Donc à partir de là, je vais pouvoir obtenir les coordonnées du vecteur position, c'est-à-dire les équations horaires du mouvement, donc en recherchant à nouveau la primitive, car le vecteur vitesse, par définition, est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc si je recherche la primitive de Vx, donc quelle situation je me retrouve? Bien, Vx est égal à V0, donc c'est une constante, je me retrouve dans la situation 1, donc je n'ai qu'à multiplier V0 par t pour avoir la primitive, et je rajoute encore une fois une constante d'intégration, K3. Quant à y, donc ici j'ai un terme qui est EEM fois t, donc je me retrouve dans la dernière situation. Vous voyez hein, que le EE sur m, je peux l'assimiler à 5, et donc je vais, pour rechercher la primitive, considérer que la primitive c'est EE sur m fois t au carré sur 2, plus une nouvelle constante d'intégration. Les constantes d'intégration K3 et K4 seront déterminées grâce aux conditions initiales, mais non plus sur le vecteur vitesse comme on l'a fait tout à l'heure, mais sur le vecteur position. C'est-à-dire que là, à ce stade-là, je me pose la question, c'est où est la particule à l'instant initial? Bien, on dit dans l'énoncé que la particule arrive en haut, origine du repère, à l'instant initial. Donc les coordonnées du vecteur position à l'instant initial sont 0 et 0. Je reprends les coordonnées généraux donc, du vecteur position, je pose t est égal à 0 là-dedans. Donc si je pose t est égal à 0, ce terme-là s'annule, il ne me reste que x est égal à k3, et sur y, si t est égal à 0, ce terme-là s'annule, il me reste k4. Je procède ensuite à une identification, je vais dire qu'on raisonne bien sur le vecteur position à l'instant initial dans les deux cas. Donc on va pouvoir dire que x0 est égal à 0, donc il est égal à K3, et il en est de même pour K4. Donc à ce stade-là, j'ai défini mes constantes d'intégration. Je vais pouvoir maintenant exprimer clairement les équations horaires du mouvement et en déduire l'équation de la trajectoire.
Alors, nous avons les coordonnées du vecteur position, nous les avons définies tout à l'heure. Nous avons vu que K3 et K4, les deux constantes d'intégration étaient nulles, du fait que la particule se trouve donc à l'origine du repère, mais il en sera de même donc pour dans tous les exercices qui concernent le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique. Donc on fait en sorte que la particule chargée qui se trouve initialement à l'origine du repère, donc les constantes K3 et K4 seront nulles. On obtient donc ainsi les équations horaires du mouvement. Alors c'est quoi les équations horaires du mouvement? Bien, ce sont ces équations qui vont vous permettre de trouver la position donc, de la particule à n'importe quel instant. Donc si je pose t est égal à 1 seconde, je vais pouvoir calculer x, il en est de même donc y. Bon là, on ne raisonne pas en secondes parce que le mouvement donc, est extrêmement rapide. Alors, à partir de ces équations horaires du mouvement, donc on va pouvoir en sortir l'équation de la trajectoire. Alors comment on va faire? Alors l'équation de la trajectoire c'est quoi? C'est y en fonction de x. Donc il faut bien éliminer t entre les deux équations horaires. Donc je vais isoler t de la première. Donc je vais poser que t est égal à x sur v0, et donc l'expression x sur v0, je vais donc l'injecter dans le t ici. Donc ça me donne donc une équation, donc ici, vous voyez, du second degré. Voilà l'équation de la trajectoire. On a bien l'équation d'une parabole de la forme ax au carré plus bx plus c. Donc ce terme-là correspond à grand A, vous voyez. Le terme B vaut 0 et le terme C vaut 0. Donc on a bien l'équation d'une parabole. Donc la particule va se mettre donc à monter donc ici en dessinant donc une parabole. Puis après elle part en ligne droite, c'est soumise à aucune autre force. Donc pour donner une représentation complète, donc on a vu que la force électrique était opposée au champ électrique. Donc elle est dirigée vers le haut, comme nous l'avons vu. Donc ceci est tout à fait cohérent. Donc on a un électron qui est attiré vers la plaque positive. Et le vecteur accélération, nous avons vu qu'il est exactement comme le vecteur force électrique, donc dirigé vers l'eau. Voilà. Donc nous avons vu dans ce chapitre-là le mouvement particulier qui est d'un électron à l'intérieur d'un condensateur au plan. Nous avons vu comment on peut déterminer les coordonnées du vecteur accélération en considérant que la force électrique et en appliquant la seconde loi de Newton. Par intégration, nous avons obtenu les coordonnées du vecteur vitesse, et pour déterminer les constantes d'intégration qui figurent dans les coordonnées du vecteur vitesse, nous sommes appuyés sur les coordonnées du vecteur V0, l'instant initial. Nous avons recherché par la suite la primitive du vecteur vitesse, donc nous avons intégré le vecteur vitesse pour obtenir les équations horaires du mouvement, et en éliminant la variable t entre les deux équations horaires, nous sommes tombés sur l'équation de la trajectoire qui est de la forme parabolique.